On reviendra sur les techniques de rédaction des textes modificatifs. Par exemple, article unique, l'article 20 de l'arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. C'est un article unique. Alors, la numérotation des codes. On revient sur les codes. La numérotation des codes est continue et on utilise la numérotation continue des articles et c'est la technique qui est employée, la numérotation continue. Article 1er, article 2, article 3, etc. Comme pour les lois. Mais lorsque le code comporte une partie législative et une partie réglementaire, il arrive qu'un code comporte une partie législative. Je ne sais pas si vous avez cette pratique. Chez nous, le code de l'urbanisme comporte une partie législative et une partie réglementaire. Et pour distinguer les articles qui proviennent d'une loi et les articles qui proviennent du décret, pour la partie législative, les numéros des articles des lois ordinaires sont précédés de la lettre L. L1, L2, L3, L4. Ça montre que cet article résulte d'une loi. Pour modifier cet article, il faut une loi. Il faut qu'une loi intervienne pour modifier l'article. Pour la partie réglementaire, les numéros des articles, c'est-à-dire les décrets, sont précédés de la mention R, qui montre qu'ils ont une origine réglementaire. Il arrive même que des textes aient une origine loi organique. Là, c'est le code électoral, par exemple, chez nous. Vous verrez dans le code électoral LO. Parce que LO, ça signifie que cette disposition a été insérée dans le code électoral par une loi organique. Donc, ces lettres-là permettent d'identifier les articles suivant qu'ils proviennent d'un règlement, d'une loi ordinaire ou d'une loi organique. Il peut même arriver, on ne l'a pas encore dans notre pratique au Sénégal, Bamba, lorsque la codification rassemble des traités, nous, on ne l'a pas encore, ce qui est très rare, les articles peuvent être précédés de la mention A, pour montrer que ces articles résultent d'un arrêt. En France, ils ont beaucoup d'exemples comme ça. Mais nous, on n'a pas encore ça. On a juste des articles qui sont précédés de LO, de L ou de R. Maintenant, la question que quelqu'un m'a posée, je vais me poser cette question-là, c'est que lorsque un code comporte des dispositions qui ont une origine législative et une origine réglementaire, quelle procédure va-t-on utiliser pour adopter ce code? Est-ce qu'on va utiliser la procédure législative ou la procédure réglementaire? Je vous laisse la question. Hybride. Ou bien on adopte le règlement selon une procédure ou de façon séparée. Ou bien on adopte tout le texte selon une même procédure. Ça, c'est un autre problème. Alors, il y a aussi la subdivision en titres. Nous avons déjà vu la subdivision du texte en articles. Ça, c'est pour les textes qui sont courts. Mais quand le texte est long, on est obligé d'utiliser une structuration, subdiviser les articles en titres. Lorsque le texte est long et traite de sujets multiples, par exemple les codes. Je ne sais pas si vous avez chez vous un code général des impôts. Oui, c'est comme ça. Il y a des livres, il y a des titres, il y a des chapitres, il y a des sections. C'est très long. Paragraphe. Et là, on est obligé d'utiliser une subdivision autour de parties, livres, titres, chapitres, sections, paragraphes. Ensuite viennent les articles. Chez nous, les subdivisions, c'est-à-dire les parties, les livres, les titres, les sections sont écrites en gras et en chiffres romains. En gras et en chiffres romains. Je ne sais pas quelle est votre pratique. Chaque livre, chaque titre, chaque chapitre, chaque subdivision est suivi d'un point et du tiré du 6, comme pour les articles. Vous voyez, chapitre 1er, point tiré du 6, on décline le contenu du.
Et là, c'est un point important. Il n'y a pas de point à la fin des intitulés des titres ou des subdivisions. Vous ne pouvez pas mettre chapitre premier, disposition générale. À la fin, disposition, vous mettez point. Non, parce que ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas une phrase. Il peut y avoir des virgules dans les subdivisions, mais pas de points. Malheureusement, très souvent, on met des points dans les subdivisions. Pas de points. Les parties, les livres et les titres doivent être en majuscule, en principe. Parce que c'est les grandes subdivisions. Par contre, les chapitres, les sections et les articles sont en minuscules, sauf pour la première lettre. Hein? Chapitre premier de la police judiciaire. Chaque subdivision du dispositif, livre, chapitre, section, doit comporter au moins 2 articles. Ça aussi, c'est un problème qu'on a avec les départements. Vous créez un chapitre, chapitre 2, disposition pénale, mais dans ce chapitre, il y a un seul article. Dans chaque subdivision, article, section, il doit y avoir au moins 2 articles. Autrement, il n'est pas nécessaire de créer la subdivision. Vous créez un chapitre avec un seul article. Oui, Éloi. Non, non, ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Un article ne peut pas flotter, ne pas être dans une subdivision. Ça, c'est ce qu'on appelle des électrons libres. C'est les électrons normatifs libres. Non, c'est difficile, mais il faut faire l'effort. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un article qui n'est dans aucune subdivision. Hein? Bon, on reviendra sur la subdivision, mais c'est possible de faire l'effort, quoi. Si on met par exemple disposition commune à tous les chapitres précédents, est-ce qu'on peut mettre un seul article dedans? Oui, à tous les chapitres précédents. Parce que très souvent, le texte commence par les dispositions générales. Après les dispositions générales, vous entrez dans le contenu du texte. Mais vraiment, la recommandation, c'est d'éviter qu'un article ne soit pas rattaché à une subdivision. Il faut toujours essayer de rattacher l'article à un chapitre, à une section ou à un paragraphe. Alors, quels sont les différents types de plans? On va en terminer. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de plan type. Chaque texte doit être organisé de la façon la plus adaptée à son objet. On ne peut pas vous dire un plan type. Le texte pénal ne peut pas avoir le même plan qu'un texte financier. Le texte sur l'agriculture pourrait avoir un plan différent. Donc, chaque type de texte avec son plan. Mais néanmoins, il y a des plans presque consacrés pour certaines catégories de textes. Et je prends l'exemple de la loi sénégalaise de 2018 relative à la répression des infractions prévues par les actes uniformes. D'ailleurs, la Commission nationale OHADA est en train de réfléchir sur la révision de ce texte-là pour intégrer les incriminations qui sont contenues dans l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Parce que ce texte n'intègre pas ces incriminations. Alors, ce texte comprend 3 titres. Titre premier, c'est les dispositions générales, où il y a l'objet du texte, son champ d'application. Le titre 2 est consacré aux sanctions applicables aux incriminations. Là, vous voyez toutes les incriminations et les sanctions encourues. Incrimination, sanctions encourues. Et enfin, les dispositions finales. Donc, pensez toujours dans un texte à des dispositions générales. Et très souvent, dans les dispositions générales, on a une disposition sur l'objet du texte, sur le champ d'application, d'accord, et sur les définitions. Voilà, les dispositions générales concernent ces 3 points. Objet, ce sur quoi porte le texte, le champ d'application du texte
et éventuellement la définition des notions techniques. Donc, voilà un exemple de structuration du texte. Mais encore une fois, il n'y a pas de plan type. Pour chaque texte, on doit prévoir un plan qui soit adapté à son objet et à son contenu. Voilà. Donc, la présentation n'est pas très longue. C'était juste pour vous présenter comment on structure de façon générale les textes et les règles qui s'appliquent varient suivant qu'on est en présence d'un texte court ou une subdivision en articles peut suffire. Mais lorsque le texte est long, comme les codes, là, on est obligé d'aller vers une subdivision autour de chapitres, de titres ou même quelquefois de livres. Et chaque fois, il faut veiller à l'harmonie du dispositif global. Je vous remercie. Merci, monsieur le facilitateur. Est-ce qu'il y a des observations où nous pourrons avancer sur le module suivant? Alors, il y a une observation en ligne de monsieur ou madame Ezedine Bamogo, Burkina Faso, qui dit à partir de combien d'articles on peut considérer qu'un texte est court? Que faire dans la situation où certaines dispositions dans le texte ne comportent pas d'articles? Comment le rattacher à un article du texte? C'est le cas de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. Les dispositions précédant l'article 16 ne comportent pas un article. Bon, j'espère qu'on arrive à comprendre ce qu'il dit. Une main levée de Madame Dassundo, présidente CNO Bénin. Alors, normalement, nous n'allons pas prendre beaucoup de questions maintenant, hein, puisqu'on doit continuer avec le module, mais je vous donne la parole. Merci, DE. C'est vraiment une intervention très brève. C'est juste pour demander un éclairage au formateur sur les dispositions finales. Quel peut en être le contenu? C'est vrai que ça, c'est au cas par cas, mais de la même manière qu'il a pu récapituler, par exemple, le contenu des dispositions générales en disant que dans dispositions générales, on devrait pouvoir retrouver l'objet, le champ d'application, les définitions. Quel peut être le contenu, quel devrait être le contenu des dispositions finales? L'entrée en vigueur, euh, la publication ou bien les dispositions transitoires, quelles sont les mentions qu'on devrait pouvoir retrouver dans les dispositions finales? Et pour finir, souvent, on ne s'entend pas sur une formule. La présente loi sera publiée au journal officiel ou le présent décret au journal officiel sera l'emploi du futur ou bien du présent de l'indicatif. Quel est le temps qu'il faut employer? Est-ce que c'est le futur ou le présent de l'indicatif, idéalement? Merci. Merci. Alors, une autre question écrite qui disait, est-ce qu'un président de la République peut prendre un arrêté comme acte réglementaire? Une question de M. Boureima Sawadogo qui demande, est-ce qu'un président de la République peut prendre un arrêté comme acte réglementaire? Donc, nous prions Monsieur le facilitateur de nous donner quelques éclairages sur ces aspects avant que nous continuions sur les techniques de rédaction. Les tests. Merci. Ah, c'est prévu pour demain. D'accord.
Alors, je voulais juste réagir sur les deux questions qui ont été posées. Alors, sur la question du temps des textes, Je ne sais pas si votre micro est ouvert. je pense que c'est ouvert. Hein. Sur la question du temps, est-ce qu'on va dire journal officiel, le texte sera publié ou est publié? Là, demain, on aura le temps. Il y aura vraiment des slides consacrés au temps normatif. En principe, c'est le présent de l'indicateur qui vaut impératif. Voilà. Mais on reviendra sur les détails de cela. C'est la même chose pour la question sur les contenus des dispositions finales. On en parlera largement demain, mais je peux simplement très rapidement dire que dans les dispositions finales, on doit retrouver un certain nombre de dispositions. Par exemple, les dispositions transitoires, c'est-à-dire les dispositions qui règlent le passage d'un régime juridique à un autre régime juridique. Si vous voyez dans l'acte uniforme l'actuel acte uniforme sur les voies d'exécution, on prévoit que les procédures qui étaient engagées sous l'empire de l'ancien acte uniforme seront encore régies par l'acte uniforme de 1998. Donc ça qu'on appelle les dispositions transitoires. On peut y retrouver également les dispositions abrogatoires, c'est-à-dire des dispositions qui ont pour objet d'abroger un dispositif antérieur. On peut également retrouver des dispositions d'entrée en vigueur et des dispositions relatives à la publication du texte journal officiel. De façon générale, c'est ça qu'on doit retrouver dans les dispositions finales. Les dispositions d'entrée en vigueur, les dispositions abrogatoires, les dispositions d'entrée en vigueur et les dispositions relatives à la publication du texte au journal officiel. Alors, bonne question, hein? Parce que nous, ce débat-là, on l'a eu aussi au secrétariat général. Est-ce que le président de la République peut exercer son pouvoir réglementaire par arrêté? Dans tous nos États, pratiquement, le président de la République a un pouvoir réglementaire. C'est le chef de l'État. D'ailleurs, dans certains pays, même le Premier ministre a un pouvoir réglementaire. Mais le président de la République a un pouvoir réglementaire. Donc, il peut exercer ce pouvoir réglementaire par décret, mais rien ne s'oppose à ce qu'il l'exerce par arrêté. Rien. Oui, oui, oui. Mais le président prend des arrêtés. Le président peut prendre des arrêtés pour encadrer une question de portée générale et impersonnelle. C'est vrai que dans la pratique, il prend des arrêtés souvent pour prendre des mesures individuelles. Par exemple, pour nommer quelqu'un, par exemple, ou bien pour nommer son directeur de cabinet, pour nommer des conseillers techniques. Mais rien ne s'oppose parce que le président a un pouvoir réglementaire. Et la Constitution ne dit pas, nos constitutions pour l'essentiel, hein, ne disent pas qu'il doit l'exercer par décret. Mais qu'est-ce qui s'oppose à ce que le président exerce son pouvoir réglementaire par traité? Rien ne s'y oppose. Pourquoi moi je considère que le président ayant le pouvoir réglementaire peut bien l'exercer par voie d'arrêté. Donc voilà, Madame la modératrice, pour les questions posées. D'accord. Merci, Monsieur le facilitateur. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de combien d'articles on peut considérer que le texte est court, mais bon, ça c'est vraiment une appréciation. C'est au cas par cas, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire c'est au cas par cas. Un texte qui contient 10 articles, je pense que c'est un texte qui est court. Tel ou à 20 articles, c'est court ou c'est long? C'est long. Hein? Donc, c'est au cas par cas. OK. Alors, on devait finir à 16h30. Il est 16h27. Il y a une pause café. Je ne sais pas s'il y a encore quelques activités pour aujourd'hui.
Non, on la prend, on prend. Ok, merci pour la parole donnée. Je tiens d'abord à féliciter le formateur pour la qualité de son exposé. Alors, j'ai une préoccupation. J'ai cru comprendre que dans les dispositions finales, nous avons les dispositions transitoires, abrogatoires relatives à la publication et à l'entrée en vigueur. Et dans certains textes, on intitule souvent dispositions finales et dispositions transitoires et finales. Alors, je voudrais savoir si cette formulation est erronée, s'il faut mettre disposition finale et après suivre avec les dispositions transitoires et abrogatoires et entrer en vigueur. Merci. Parce que les dispositions transitoires sont des dispositions finales, font partie des dispositions finales. Bon, c'est peut-être par abus de langage qu'on met transitoire finale, mais je pense que mettre disposition finale, si on sait que les dispositions transitoires sont une composante des dispositions finales. Donc, on peut simplement se limiter à mettre disposition finale, évoquer les dispositions transitoires à l'intérieur. Alors, s'il vous plaît, monsieur le facilitateur, il y a encore une question de précision ici. On ne va plus entendre après. Je vous en prie, Madame la DE. C'est par rapport à la situation des intérimaires dans la prise d'un acte. Il arrive même que l'intérimaire soit intérimaire de plusieurs personnes. Est-ce que c'est normal qu'on procède ainsi et que la même personne, par exemple, dit le ministre de l'économie et des finances, représentant son homologue de la justice, représentant son homologue du plan du développement dans le même acte? Merci. Merci. Bon, dans la pratique, je n'ai jamais rencontré un cas comme ça. Parce que au Sénégal, il y a une circulaire qui détermine les ministres intérimaires. Le ministre intérimaire, en principe, c'est le ministre qui suit dans l'ordre protocolaire. Ce n'est pas le ministre qui choisit son intérimaire. C'est le ministre qui suit dans l'ordre protocolaire. Alors, et très souvent, il n'assure l'intérim que d'un seul ministre. Parce qu'assurer l'intérim de deux ministres, c'est cumuler des attributions. Ça, je n'ai jamais vu un cas comme ça. Parce que l'intérimaire va exercer l'intégralité des attributions du titulaire du poste. Il peut signer des rapports de présentation, il peut même signer des arrêtés. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais eu, en tout cas chez nous, de cas où un seul ministre cumule à titre d'intérimaire deux départements ministériels. C'est un seul département qui... Je pense que ce n'est pas une bonne pratique de cumuler à titre d'intérimaire deux départements ministériels. Ça peut être très, très lourd. Et ça peut être un mélange même de tout genre. D'accord. Merci. Alors, nous arrivons au terme de ce qui est prévu pour la journée d'aujourd'hui. Demain, nous continuons avec ce module des techniques de rédaction, des tests normatifs, la structuration du dispositif normatif. Nous aurons 2 modules dans la matinée avant déjeuner et après déjeuner, nous aurons les exercices pratiques. Je remercie donc monsieur le facilitateur pour tout ce que nous avons reçu. Je remercie également les participants en présentiel comme en ligne pour l'attention, pour la participation, les interventions, les partages d'expériences. La pause café est servie. Nous pouvons donc aller à la pause et nous reprenons demain à la même heure, à 10h30, heure de Tana. Et donc, 7h30, heure de Lomé. Heure de Lomé. GMT.
Merci et à demain. D'accord. Donc,